Mes chers collègues, mesdames, messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de dire l'honneur que je ressens de prendre la parole devant votre 62e congrès pour essayer de vous faire partager ce que nous croyons avoir compris, les collaborateurs et élèves, de la croissance de la face au travers quelques 19 années de recherche anatomo-clinique consacrée à la morphogénèse de la tête et du cou. Qu'il me soit ensuite permis de saluer tout particulièrement les chercheurs cliniciens, les femmes et hommes du fauteuil, les gynéco-obstétriciens, les radiologistes, les pédiatres bien sûr, mais vous-même surtout, pour lesquels l'enfant en croissance représente le matériel de travail quotidien, le laboratoire in vivo, qui permet d'éclairer d'un jour réaliste certaines utopies de ce que Flaubert qualifiait ces balles masquées de l'imagination fondamentaliste. Il me soit enfin permis de remercier le professeur Jean Larquet et de lui dire et ma gratitude et mon admiration pour l'organisation de ce congrès à Bordeaux, où nous étions déjà en 1976, c'était hier, avec notre ami Gude. Tout commence donc au niveau du neuropore antérieur. Neuropore dont la persistance va, en regard de ce qui sera ultérieurement le nasion, expliquer les fistules congénitales du dos du nez, dont la non-fermeture va donner ces monstres anencéphales à la boîte crânienne qui n'existe pas, mais à la face moyenne de hauteur quasi normale. Au-dessus, donc, se trouve appendue à ce nasion toute une zone qui va organiser l'étage moyen de la face, toute une zone qui va non seulement latéralement permettre la suspension des ponts des arches susorbitaires, mais qui va diriger cette cloison septale ô combien variable, comme nous le verrons tout à l'heure. Bien sûr, certains diront que l'étage fronto-facial, ici en dessous des bosses frontales, ça n'est pas la face. Peut-être. Mais lorsque l'on regarde sur une coupe sagittale du crâne, la face interne, avec le nasion vers l'avant, avec la selle turcique, le basion en arrière, eh bien le nasion va être la zone d'insertion de la faute du cerveau. Et cette lame durbérienne sagittale, extrêmement solide, va, comme nous l'avons montré avec notre élève Chantigot, tirer sur la partie antérieure et supérieure de la face et en assurer ainsi la croissance vers le haut, contrairement à ce que l'hypertrophie encéphalique pourrait faire croire et a trop souvent fait dire. Il est de fait qu'à ce stade, l'hypertrophie du cerveau se fait surtout en arrière et sur le côté. Et par des échographies répétées in utero, nous avons montré que l'angle nasion est basion s'ouvre pendant cette période fétale. Que dire ensuite de ces vaisseaux de la face qui seront ancrés à la partie latérale, que sont la mandibule par l'amarrage temporomandibulaire, que sont les apophyses ptérygoïdes, chères à Tinois, et que dire ensuite de toutes ces sorties de câbles que sont les trous de la base du crâne qui vont permettre au nerf trijumeau, nerf qui est le grand maître d'œuvre de la face, par sa branche de l'ophtalmique de Willis, par sa branche maxillaire, par sa branche mandibulaire, mais aussi au nerf facial. Mais encore ici en arrière, à la 9e,
à la 10e, à la 11e paire des nerfs crâniens, mais enfin à la 12e paire des nerfs crâniens qui vont permettre à ces nerfs, qui dans son sommet, qui dans son arc branchial, de venir organiser cette morphogénèse de la zone entoblastique qui est en train de s'organiser à la partie inférieure de la face et qui va tirer vers la face, cette fois vers le bas et vers le cou. La bosse frontale antérieure, lorsqu'elle est très élevée, très relevée, va donner un angle de Camper avec un front qui est dégagé, que l'on trouve sur nos dieux grecs. Au contraire, un front qui est bas, qui est fuyant, évoque d'emblée le front du singe. Mais laissons là, si vous le voulez, ce premier étage supérieur, frontofacial, qui chez l'adulte constitue le tiers supérieur de la face, qui chez l'enfant constitue la moitié de la face, et arrivons-en à l'étage orbitofacial. À l'étage orbitofacial, les yeux vont ici être les maîtres d'œuvre de cette morphogénèse, et les yeux que l'on voit très tôt sur l'embryon, que l'on voit très bien sur le fœtus, sont très latéralisés. Ces yeux vont, au cours de la grossesse, se rapprocher progressivement de la ligne médiane, et ils vont venir encadrer ce grenier à cellules ethmoïdales qui est ici au milieu, un autre joint de dilatation de sécurité, joint de dilatation auquel nous sommes très attachés depuis nos travaux initiaux avec notre maître Claude de Libersa. Lorsque ces deux organes inducteurs essentiels vont s'accoler, comme chez le cynophthalme, ou bien lorsqu'ils vont fusionner complètement, comme chez le cyclope, voilà ici au-dessus, donc, le bourgeon frontal qui est bloqué, incapable de venir organiser en dessous cette zone médiane telle que nous l'avons montrée. Bien sûr, toute une série de joints de dilatation sur lesquels beaucoup d'auteurs ont insisté, que sont les sutures frontomaxillaires, que sont les sutures frontomalaires, que sont les sutures maxillomalaires, que seront les joints de dilatation palatins, condyliens, vont assurer ces problèmes de croissance différentielle. Et nous voici sur un schéma de profil maintenant, avec cette première zone inductrice, cet étage qui est en dessous de l'étage frontofacial, qui est l'étage orbitofacial, où l'œil va donc marquer ici le cloisonnement des branches du trijumeau. À la partie supérieure, en effet, la zone frontière est représentée par le 5 numéro 1, non seulement avec sa branche frontale, mais encore avec sa branche nasale, mais enfin avec sa branche lacrymale. C'est la limite entre le neurocrâne au-dessus et cette pars orbitalis de la face. Le 5 numéro 1 a d'ailleurs un ganglion qui lui est propre, complètement séparé du ganglion de Gasser, dans toutes les espèces, jusque chez les oiseaux. Et puis, juste en dessous, bien sûr, le 5 numéro 2, qui va sortir par le foramen rotundum, et donc voici le rameau sous-orbitaire, qui va constituer la deuxième zone limite, la deuxième zone frontière de la face, de cette pars orbitalis. Nous allons ici, sur ce schéma, rappeler que les rameaux dentaires de ce 5 numéro 2 vont prendre en pince la troisième zone faciale à laquelle nous allons arriver dans un instant. Avant que de quitter cet étage orbito-facial, disons son importance dans l'esthétique de la face. Quoi de plus disgracieux en effet que l'œil globuleux de l'exophthalmique, quoi de plus exquis que l'œil en amande qui daigne se montrer à demi sous la paupière soulevée, et quoi de plus triste que la face de l'aveugle, ce qui n'échappa ni à Bruegel ni à Georges de la Tour. Et nous voici à l'étage nasofacial. De tous les étages de la face, c'est celui qui va être marqué par le potentiel de croissance le plus important. C'est celui qui va opposer la face de l'enfant avec celle de l'adulte, et c'est celui qui est marqué ici par l'hyperclimatisation que nous évoquions tout à l'heure de ces cellules parties du grenier ethmoïdal. Nous n'allons pas, à propos de ces cellules et à propos de leur
poussée de croissance que voilà orientée vers le bas et vers le dehors, ranimer la vieille querelle du primum movens entre la muqueuse sinusienne et les dents. Pour certains auteurs, c'est la descente des bourgeons dentaires qui, en libérant l'espace libre, va laisser de la place pour que l'expansion de la muqueuse puisse se faire. Et lorsque ces dents ne descendent pas assez vite, elles se trouvent incluses dans cette muqueuse. Ce serait trop facile, ce serait en particulier ignorer qu'un anodonte a une hauteur moyenne de la face qui est quasi normale. Pour d'autres auteurs, au contraire, c'est la muqueuse qui a ce pouvoir érosif, colonisateur, qui va venir pneumatiser, qui va venir envahir ces bourgeons dentaires, et là aussi ce serait trop facile. Les sujets qui auraient une grande face auraient de grands sinus, ceux qui auraient une petite face auraient de petits sinus. Or, dans la même ethnie, on trouve des hypoplasies, voire des aplasies complètes du sinus maxillaire avec une hauteur faciale normale. Et du point de vue phylétique, dans la même espèce, on trouve avec le même profil des genres qui ont un sinus et d'autres qui ne l'ont pas. Quant à donner à la cloison septale des fosses nasales, dont nous allons ici rappeler schématiquement la constitution, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, le petit cartilage de Jacobson, le cartilage quadrangulaire vers l'avant, une valeur autre que celle d'un refend qui va prendre le gîte au gré de la fosse nasale dominante droite et gauche, ce serait ignorer, n'en déplaise ici en arrière au soc vomérien, qu'un enfant qui a une aplasie complète de la cloison septale des fosses nasales a une hauteur faciale qui est quasi normale. Bien sûr, ici en avant, nous allons trouver l'épine nasale antérieure, qui est une structure qui est surajoutée, qui est une structure extrêmement mobile, soumise à des influences antérieures, qui est le véritable bout de ce vaisseau prémaxillaire qui se trouve, lui, articulé ici en arrière à l'aplomb du canal palatin antérieur. Or, le canal palatin antérieur, comme Michel Dandy l'a montré, bouge. Il va bouger comme un pendule qui serait suspendu aux nasions, oscillant transversalement et rappelé en arrière par la came qu'est le nerf nasopalatin interne de Hirschfeld. Cette zone inférieure du palais ne va pas se présenter de façon homogène et elle ne constitue pas en fait la seule limite inférieure de cette nouvelle parse nasalis, nouvelle structure qui caractérise l'étage moyen de la base du crâne. En effet, si l'on rappelle sur une coupe, cette fois sagittale et frontale et latérale, la disposition de ces cloisons des fosses nasales avec la latéralisation de la cavité septale médiane, la limite inférieure du palais n'est pas la seule limite inférieure de cet étage. Il existe ici en bas le plan occlusal. Il existe ce qui justifie toutes vos techniques, le plan de morsure, avec bien sûr ce qui revient à la fois à la croissance de l'os basal et ce qui revient à la croissance dentaire pure. Nous sommes ici avec une muqueuse sinusale et avec une croissance sinusale qui n'est absolument pas liée à la croissance du palais. Nous sommes ici sur cette coupe, dans cette prise en pince entre le nerf sous-orbitaire et les rameaux dentaires du 5 numéro 2. Le palais vers le bas va être, je l'ai dit, une structure à laquelle Bloquel, à laquelle Michel Dandy, à laquelle Alex Lemaître ont consacré une grande part de leur recherche. Ce palais va ici en avant être marqué par la zone prémaxillaire, la zone incisive qui est l'induction frontale et qui est marquée par l'épine nasale antérieure, cette structure sur la mobilité de laquelle nous avons insisté il y a un instant. Cette structure va être, nous l'avons dit, articulée en arrière par le canal palatin antérieur et nous verrons tout à l'heure qu'elle va correspondre à la portion antérieure de la face, à ce que nous appelons la proface.
La deuxième région, c'est la région du palais secondaire. Ce sont les lames palatines, chères à Blockel. Ce sont des zones qui vont être induites par le palatin, par l'apophyse palatine de l'os maxillaire. Ce sont des zones qui vont correspondre à la mésophace, à l'étage moyen de la face. Et puis ici en arrière, voici le voile mou. La partie postérieure du palais est liée cette fois à la langue d'une part, elle est liée d'autre part au pharynx. Et cette portion musculaire du palais va correspondre à l'encastrement, à la montée à la partie inférieure de la face des arcs branchiaux du cou. Avec Alex Lemaître, nous avons proposé sur une coupe sagittale qui est médiane, ici, l'explication en relation avec la plicature de la zone cervicale. Voici en effet, en regard de cette flèche, cette coudure de cet étui pharyngé, c'est la coupe de la moitié droite, voici l'esquisse du palais, qui, de l'avant vers l'arrière, va être certes marqué en avant par le trijumeau, ce grand nerf de la face, le 5 numéro 2 et le 5 numéro 3 qui est en avant, mais qui va maintenant en arrière correspondre au nerf facial, au deuxième arc branchial, au nerf numéro 7, mais qui va, par le plexus pharyngé, dont la dissection nous a montré la complexité et ses variations d'origine, être constitué maintenant par la 9e paire des nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf du 3e arc branchial, mais qui va encore maintenant être constitué plus en arrière par le contingent qui vient du 4e arc branchial, avec le 10 comme nerf de commande, et qui va enfin, ici en arrière, comporter le contingent du 11 bulbaire, c'est-à-dire le contingent du nerf du 5e arc branchial. Ceci est extrêmement important, nous le verrons dans notre conclusion, parce que nous changeons là d'induction neurologique dans la croissance de la face. Nous sommes maintenant avec des régions qui vont répondre à l'impulsion du cou et nous verrons qui vont, du point de vue colonne motrice, correspondre à des zones qui descendent très très bas. Nous voici arrivés avec cette zone frontière inférieure à la limite avec l'étage suivant, la pars buccalis, en dessous de la pars nasalis. Dans cette région, deux structures importantes vont apparaître, la mandibule d'une part, la langue d'autre part. La mandibule, elle, est d'induction basicrânienne, la langue, par son attache hyoïdienne, est déjà d'induction cervicale. Avec Claude de la Chapelle, nous avons depuis longtemps insisté sur ce qui représente pour nous une des structures majeures de la mandibule, qui va prendre naissance à l'aplomb du foramen ovalé. Je veux parler de l'axe neurologique. Voici le ganglion de Gasser, voici le 5 numéro 3, qui va ensuite ici pénétrer à l'aplomb de l'épine de Spix et qui va donner le nerf dentaire inférieur, lequel va s'épanouir ici en avant à l'aplomb du trou mentonnier. Et voici apparaître trois régions qui vont tout au long de cet exposé nous retenir. En avant, ce qu'on appelle la proface, au milieu, ce qu'on appelle la mésophace, et en arrière, ce que l'on appelle la métaphase. En arrière, le ramus est constitué par ces trois apophyses caractéristiques. Tout d'abord, la zone condylienne, qui va recevoir son induction du condyle temporal, qui va la transmettre à cette carotte condylosphigienne, dans laquelle le cartilage qui est cher à Petrovic a un rôle important, mais temporaire dans sa croissance. C'est une structure essentiellement adaptative. Le coronet, avec lui aussi son cartilage, doit être interprété, comme Girard Clos l'a montré, comme l'insertion inférieure du tendon du musculus temporalis, de la bielle musculaire qui reçoit son induction de la région latérocrânienne. Quant à la zone
goniaque à laquelle Dalifard consacre ses travaux, avec elle aussi son cartilage, elle doit être envisagée, comme nous l'avons montré avec Ferré, comme le véritable hamac de la mandibule. La mandibule est une structure qui travaille en suspension, une véritable balançoire accrochée ici. Et cette structure, bien sûr, sera le siège, la traduction des contraintes qu'elle va encaisser. Ça, c'est la partie postérieure, c'est la métaphase. Entre l'épine de Spix et le trou mentonnier, c'est maintenant la mésophase. Et la mandibule présente là, d'abord une structure qui est extrêmement stable, symétrique, c'est l'axe neurologique, et au-dessus, l'os basal, avec ses bourgeons dentaires, dont l'égression va amener ici l'autre face en miroir de ce plan de morsure que nous évoquions tout à l'heure, et avec, là encore, comme à l'étage maxillaire, le potentiel qui revient à l'os basal mandibulaire et qui revient aux dents elles-mêmes, dents mandibulaires qui ont leurs variations angulaires qui leur sont propres. Parisme maintenant en avant la zone symphysaire. La symphyse, c'est la prophase, c'est la zone qui est cognitive, c'est une zone qui est essentiellement sensorielle. C'est une zone qui, d'ailleurs, par le muscle génio-hyoïdien, va déjà être rattachée au cou et à l'os-hyoïde. C'est une zone qui a, bien sûr, ses cartilages, dont l'hypertrophie chez l'acromégale marque l'importance, mais c'est une zone qui, toute la vie durant, va basculer. Comme lorsque, sur un schéma de profil, bon, voici l'avant, on note la première structure inductrice, c'est la partition, tout d'abord, entre le 5 numéro 1, qui est au-dessus, avec l'échancrure susorbitaire, puis le 5 numéro 2, qui va ici donner son émergence par le trou sous-orbitaire. Les rameaux dentaires de ce 5 numéro 2 vont maintenant délimiter la deuxième structure. La première que nous achevons, c'est donc la pars orbitalis, dans le plan vertical. La seconde que nous pouvons montrer par ce pointillé, c'est la pars nasalis. En dessous, maintenant, voici la troisième structure qui va dépendre, nous l'avons montré, de ce nerf mandibulaire avec ce trajet de l'épine de Spix vers le trou mentonnier. Eh bien, première remarque importante, la ligne qui passe par l'échancrure susorbitaire en haut, par le trou sous-orbitaire et par le trou mentonnier passe au millimètre près par une structure qui est pourtant médiane, qui est le canal palatin antérieur. Et cette ligne, pour nous, c'est la ligne interfaciale antérieure. C'est celle qui va séparer la proface en avant de la mésoface qui est juste en arrière. Nous allons, sur ce schéma, marqué par ces croix, la troisième structure verticale. Vous voyez cette brise en pince entre les branches du trijumeau et le rôle majeur du nerf trijumeau dans la morphogénèse de la face. Or, si ici en arrière, entre le foramen rotondum et l'épine de Spix, on trace également une ligne, elle va passer en avant par le point SE de Henlo, celui qui sépare au niveau de la base du crâne deux structures aussi extrêmement différentes, le sphénoïde, structure médio-badicrânienne extrêmement stable, et d'autre part l'helpoïde. Et de façon également curieuse, cette ligne va passer par le gonion. Il s'agit pour nous de la ligne interfaciale postérieure qui va séparer la mésoface en avant de la métaface en arrière. Or, ces trois structures, et c'est là tout le problème de la croissance verticale de la face, ne vont pas avoir une croissance harmonique, une croissance synchrone. Elles vont bouger les unes par rapport aux autres avec leur potentiel et leur vitesse de croissance qui sont propres. Bien sûr, ici en arrière, nous allons avoir ce couloir pharyngé occupé en avant par la langue, sur lequel nous allons revenir, qui est pré-rachidien. Nous allons aussi y arriver, mais sur cette structure, ce qu'il est
très curieux de noter, c'est le parallélisme qui va exister entre l'axe du canal palatin postérieur et l'axe du canal mandibulaire, celui-ci pris de l'épine de Spix jusqu'à l'aplomb de la deuxième molaire, puisqu'après le nerf dentaire va s'horizontaliser. Ce parallélisme va exister du point de vue ontogénique, du point de vue phylétique, du point de vue héréditaire. En effet, lorsque on envisage l'évolution, la face qui est extrêmement prognate dans les espèces inférieures, avec un front fuyant, va avant tout se redresser. L'homme, dans sa verticalité, a aussi une face qui est verticale, a une face qui est rétrograde. Et ceci va se traduire par la verticalisation de ces deux axes, canal palatin postérieur et canal mandibulaire. Ces axes, nous allons le voir, font à peu près, par rapport à l'axe basion-nasion, un angle de 84 degrés. Lorsque ces axes vont être très verticalisés, cela laisse présumer d'une croissance verticale qui sera très importante. Ces deux directions, si elles restent parallèles, laissent augurer aussi que la croissance se fera de façon harmonieuse entre l'étage maxillofacial et l'étage mandibulofacial, parce que pour nous, c'est le nerf qui commande. Et bien sûr, lorsque on va sur un schéma de profil en résumant le nasion en avant, le basion en arrière, la limite postérieure du canal palatin, et en montrant ici les axes neurologiques, voici le canal palatin postérieur, lorsque on va avoir une augmentation de la distance entre ces axes, palatin d'une part et mandibulaire d'autre part, cela va signifier que la mandibule est en position de rétromandibulie, avec une implantation basicrânienne qui est beaucoup plus postérieure que la normale. Au contraire, ici, si cette distance entre ces axes neurologiques, par ailleurs parallèles, diminue, cela va témoigner d'une promandibulie. Lorsque, par rapport à cette même droite basion-nasion, les axes neurologiques du canal palatin postérieur que voilà esquissés vont, dans un premier temps, diverger très fortement vers le bas. Cela va laisser augurer d'une croissance de l'étage inférieur de la face qui va être très importante, avec un angle goniaque très ouvert, avec une rétromandibulée et avec des rapports maxillomandibulaires qui vont être perturbés. À l'inverse, lorsque sur cet examen on constate que les deux axes neurologiques vont être convergents vers le bas et vers l'avant, avec une horizontalisation de l'axe mandibulaire, cela va laisser augurer d'une croissance antérieure de la mandibule avec une inversion des rapports incisifs. Dans ce plan, arrivé à ce niveau, la langue, deuxième structure qui est importante dans cet étage bucco-facial, vient se mettre justement dans ces portions. La langue, c'est en avant la pointe de la langue. Et ici, à Bordeaux, parmi tous ceux qui ont donné leur lettre de noblesse à ce massif lingual, vous me permettrez de saluer publiquement la recherche clinique que notre collègue Gudin avait menée toute sa vie durant sur l'importance de cette masse. La pointe en avant, c'est la proface, c'est la zone gnosique, c'est la zone sensorielle, perceptive. La zone du dos de la langue, la zone de la base de la langue, c'est la mésoface. C'est celle qui va être la butée palatine. Quant à la langue postérieure, qui est la langue pharyngée, les sillons glosso-épiglottiques, les vallicules, c'est la zone du couloir pharyngé qui nous amène bien sûr à la partie inférieure maintenant de la face. En effet, dans l'ouverture de l'accordéon facial, la face va être maintenant liée aux structures du cou. Sur un schéma de profil, voici esquissé vers le haut les structures qui nous intéressent moins maintenant, et la mandibule avec le rachis, avec l'orifice supérieur du thorax dans ce plan,
et la cavité thoracique. La structure inférieure va être constituée par l'osioïde, par le squelette laryngé, par la trachée, par les poumons, descendant, nous allons le voir, jusqu'au diaphragme, va être constituée ici en arrière par le rachis. Dans ce magnifique rapport de ce matin, qui est extrêmement complet, extrêmement détaillé, et pour la réalisation duquel je félicite les auteurs, j'ai été surpris de ne voir aucun schéma sur lequel il n'y avait ne serait-ce que l'esquisse du rachis, l'esquisse de l'osioïde, comme si la face se résumait à la bouche et comme si la bouche se résumait aux dents. À la partie inférieure, en effet, va se trouver ici l'osioïde. L'osioïde, c'est le deuxième arc, avec cette première zone frontière très importante qu'est le muscle mylo-hyoïdien. Ce muscle mylo-hyoïdien s'insère sur la face interne de la mandibule, juste en regard du trajet neurologique du nerf dentaire inférieur. L'osioïde est d'ailleurs, nous l'avions signalé tout à l'heure, rattaché à la partie symphysaire par le petit muscle génio-hyoïdien, et l'osioïde va descendre pour se situer au regard de C4, depuis la région C3 où il se trouve primitivement, et cette descente verticale va être 4 fois plus importante qu'elle ne l'est dans le sens sagittal. L'osioïde, c'est également l'attache ici d'un certain nombre de faisceaux pharyngés, c'est bien sûr l'attache du septum lingual qui va constituer le plancher antérieur, mais maintenant avec le squelette laryngé sous-jacent. Donc voici le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, c'est l'attache des muscles sous-hyoïdiens. Ces muscles sont le thyroïdien qui prolonge après le relais thyroïdien le sterno-costo-thyroïdien, c'est l'attache plus superficielle du sterno-cléido-hyoïdien, c'est l'attache postérieure, comme nous l'avons montré avec Patra, du muscle homo-hyoïdeus. Et ces formations vont donc attirer vers le bas, ici, la mandibule et la partie inférieure de la face. Le rachis, en arrière, va certes avoir son potentiel de croissance qui lui est propre, mais le rachis va surtout se lordoser à cette période. Et dans ces facteurs de lordose, la statique de la tête va intervenir par le sternocleidomastoïdeus, par le trapézius en arrière, qui vont tirer la partie postérieure du crâne vers l'arrière, c'est-à-dire ouvrir l'accordéon thoracique vers le haut. Le larynx, en dessous, va subir cette poussée de croissance importante qu'on lui connaît au moment de la puberté, avec la mue de la voix, et le larynx va être tiré vers le bas par la trachée qui est elle-même tractée par l'hypertrophie pulmonaire et qui est elle-même tributaire ici de la mécanique diaphragmatique, comme Delair et Talman l'ont bien montré. Or, le diaphragme, du point de vue neurologique, va prendre son nerf phrénique moteur à l'aplomb de la 4e racine cervicale. Et bien là aussi, nous retrouvons ces étages. En arrière, contre le rachis, c'est le couloir pharyngé, c'est la zone métafaciale. C'est une zone qui va avoir une croissance assez homothétique. Le gonion va croître parallèlement, le voile mou aussi au rachis. L'osioïde va appartenir à la mésophase. Il va avoir une croissance verticale beaucoup plus importante. Le couloir pharyngé en arrière est aussi une zone importante. Il doit absolument être dégagé. Il a bien sûr un rôle important dans la déglutition, mais il a surtout un rôle important dans la ventilation. Combien d'enfants ont des troubles respiratoires avec une gêne à laquelle l'entourage ne prête pas attention, qui sont alors obligés de positionner leur massif lingual différemment, avec tout le retentissement que cela doit avoir, comme Arlette Doyle l'a montré. La langue ici, bien sûr, va avoir des hauteurs et des surfaces qui, dans la même ethnie, au même âge, sont dans des proportions de 1 à 2. Et l'on comprend alors la priorité que Müller avait donnée à cet organe. Mais nous voudrions maintenant insister sur ce qui, pour nous, représente
un des fils directeurs majeurs de la croissance verticale de la face. Je veux parler des structures nerveuses, des colonnes motrices du tronc cérébral et de la commande corticale. En effet, il existe ici, sur le plancher du quatrième ventricule, dont nous allons montrer le schéma en vue postérieure avec la moelle cervicale haute, il existe deux colonnes motrices. La première, qui est somatomotrice, mais qui est somitique, qui est faite de haut en bas de la troisième, de la quatrième, de la sixième paire des nerfs crâniens, certes, mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, en dessous la 12e paire des nerfs crâniens, en dessous la 11e paire bulbaire des nerfs crâniens, et en dessous les racines C3 et C4, puisque nous sommes ici dans cette moelle cervicale haute, avec les cellules supraspinales qui ont été décrites par Kitamura et sur lesquelles Dongo a insisté pour montrer l'unité de commande de cette colonne. Or, C4, je vous le rappelle, c'est l'innervation phrénique. Plus latéralement, nous avons une deuxième colonne motrice qui est faite de haut en bas du trijumeau masticateur, du nerf facial et de ces trois nerfs branchiaux de haut en bas, le 9, le 10 et le 11, que l'on groupe sous le nom de noyau ambigu. Or, toutes ces colonnes motrices vont recevoir ici leur commande par un même faisceau. Ce qui va donner son unité croisée, certes, c'est le faisceau cortico-nucléaire. Il est d'origine télencéphalique, il est néokinétique, mais ce faisceau, et ce matin nous avons bien vu l'importance de cette maturation neurologique entre le néencéphale et le paléencéphale, va maintenant intervenir par les noyaux striés, par les noyaux pallidaux, sur ce que je schématise ici, qui est la réticulée, et qui va expliquer tous ces automatismes de déglutition, de respiration, de phonation, de cet éveil qui a donc une unité essentielle qui est la zone praxique, qui est le schéma moteur. Bien sûr, nous sommes apparemment très loin de là-dedans. Mais dans ce problème de croissance verticale de la face, il faut faire la part à ce qui revient à l'imprimature constitutionnelle, aux facteurs héréditaires, aux facteurs génétiques, aux facteurs raciaux qui vont être l'objet de l'action des fonctions, donc des schémas neuromusculaires, donc des praxies. Dans ces problèmes de croissance asymétrique, dans ce puzzle qui n'a pas les mêmes vitesses, la même homothétie, il est curieux de constater que les grands rendez-vous de la mise en place de la denture définitive correspondent à ces poussées. 0,6 ans, la croissance, la dentition lactéale avec la mise en place de la première molaire, 6 ans, 9 ans, les dents antérieures, 9 ans, 12 ans, les canines, les prémolaires et la deuxième molaire, et puis de 12 à 20 ans, l'harmonisation des arcades et la troisième molaire. Avec à chaque fois ce qui revient à l'os basal et ce qui revient aux dents, ce qui justifie votre profession, vos techniques, vos approches qui sont variées, qui sont multiples et qui sont passionnantes, comme le programme de ce congrès le laisse augurer. J'ai, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en terminant, été très sensible à votre courtoisie. J'ai essayé de vous faire partager notre approche, notre enthousiasme aussi, persuadé que nous sommes, avec mes collaborateurs, élèves et amis, à la recherche de la vérité. Ce qui compte essentiellement, c'est la recherche, pas la vérité. Merci pour votre confiance.